C'est la même quantité de produit. Toujours un flacon de 250. Mais les aiguilles sont placées un peu différemment. Mais on est toujours en sous-cutané. Alors évidemment, la difficulté du genou, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour placer les aiguilles. Il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Contrairement au lombaire, où bon, malgré tout, il y a toujours quand même suffisamment d'épaisseur pour placer les aiguilles. Ça pose pas de problème. En fait, on va mettre nos aiguilles tout autour du genou. Comme on en a 8, on les met en étoile. On en met 4 par genou, en sous-cutané. Quand on a l'habitude de piquer, on sent la résistance. On sent qu'on est bien dans du tissu sous-cutané, donc du tissu assez mou. Et enfin, en plus, bon, sur les genoux, c'est vrai que si on est trop perpendiculaire, on tape tout de suite dans un os. Bon, ça, on le sent. Ça fait pas mal d'ailleurs, mais bon, on sent qu'on bute dans quelque chose de dur. Ben, on recule un petit peu, puis on se met plus en horizontal. Enfin, en général, on doit y arriver du premier coup quand même. Parce que quand on a l'habitude de piquer, c'est pas difficile de mettre des aiguilles en sous-cutané. Ça va gonfler plus que sur les lombaires parce qu'il y a moins de place. Enfin, ça se résorbe évidemment moins rapidement. Là, on n'est pas dans de la réhydratation sur les genoux. On est sur une cicatrisation de cartilage. Ah, c'est pareil, on n'a pas l'explication. Moi, j'ai essayé ça par curiosité, disant après tout, si ça soulage les lombaires, pourquoi pas les grosses articulations. Mais après, il a fallu que je trouve une explication quand ça marchait. Parce que on n'est plus du tout dans la même configuration que pour les lombaires, où là, on savait qu'on cherchait à obtenir une réhydratation. Mais là, non, on ne fait pas gonfler les cartilages. Et en fait, l'explication, c'est que ça amène, l'eau de mer étant un produit très très riche en tas d'oligo-éléments, choses comme ça amène des éléments nourriciers qui permettent au cartilage de cicatriser. Moi, je vois que ça comme explication. Parce que sinon, comment expliquer que ça aurait cet effet-là? On sait déjà que c'est possible, parce que contrairement à ce qui est dit en allopathie, ou quand il y a une arthrose de genou ou de hanche, on dit aux gens, de toute façon, il n'y a pas de traitement, le cartilage, quand c'est foutu, on ne peut rien faire. Nous, on sait en médecine alternative que c'est faux, c'est-à-dire qu'il existe des produits qui agissent sur le cartilage pour qu'il se reconstitue et qu'il se refasse. Moi, avant d'utiliser le quinton, j'ai utilisé par le passé, ne serait-ce qu'en homéopathie, des traitements qui permettaient au cartilage de se reconstituer. Évidemment, à condition qu'il n'en soit pas arrivé à un stade tellement important qu'il n'y ait plus que de l'os, que ce soit os contre os, où là, effectivement, on ne peut plus faire grand-chose. Mais quand il s'agit d'une simple atteinte arthrosique classique, c'est pas très difficile à traiter. Alors évidemment, c'est plus long de dire le résultat. On n'aura pas des résultats spectaculaires comme pour les lombaires. Le mécanisme étant beaucoup plus progressif, ça peut pas être spectaculaire, ça peut pas être rapide, de par son principe d'action lui-même. C'est logique. Ça me faisait remarquer aussi qu'il y avait dans son cas des atteintes osseuses qui ont été authentifiées à la radio, différents types de radio. Et là, on utilise le silicium organique qui va servir à cicatriser le côté osseux. Le quinton, lui, va agir sur le cartilage. Mais le nombre de personnes que j'ai pu soigner comme ça est vraiment beaucoup plus faible
que les lombaires ou que les cervicales. Parce que c'est vrai que le quinton, je l'ai beaucoup plus utilisé dans les indications du dos. Mais ça, c'est pas un choix de ma part, c'est parce que les choses se sont faites comme ça. J'ai eu beaucoup moins de demandes côté grosses articulations que côté dos. Bon. Mais je pense que le quinton a son rôle à jouer dans ces problèmes d'articulation. Parce que là, ce qui est en jeu, c'est quand même pas rien, c'est la prothèse. C'est-à-dire que si on n'arrive pas à trouver de solution et que ça aille pas mieux, la personne finira en chirurgie avec une prothèse. Ce qui n'est jamais une bonne solution. Parce que la prothèse, ça déséquilibre beaucoup trop l'ensemble du squelette. C'est une action très très violente sur le squelette. Il faut mieux éviter quand même. Alors évidemment, quand l'articulation est complètement foutue et que la personne ne peut plus du tout marcher tellement elle a mal, les prothèses sont les bienvenues, surtout pour les hanches. Hein. Mais si on peut soigner avant, éviter ça, ça me paraît quand même mieux, sans compter qu'une prothèse, ça coûte cher à installer, c'est une opération lourde, et en plus, une prothèse aussi, ça s'use. Alors qu'une prothèse, c'est pas à vie. Il faudra la changer au bout de 10 ans, 15 ans. C'est pas comme ça pour 50 ans, on ne met pas une prothèse. Alors bon, il faut quand même vraiment y réfléchir hein, avant d'en arriver là. Ça gonfle à chaque fois. Ça dure combien de temps? 2 jours? Non, non, non. En fait, c'est une méthode quand même qui est extrêmement simple. Hein. N'importe qui peut le faire. Il y a même des gens qui habitent loin et qui sont venus à deux, des couples par exemple, ou quelqu'un qui vient avec un ami, qui regarde comment on fait après qu'ils le refont chez eux. Comme les produits se vendent sans ordonnance, il n'y a pas besoin que ce soit prescrit. Mais il faut quand même oser piquer. Il y en a qui ne veulent pas. Ils ont peur des aiguilles et ils ne veulent pas piquer. Voilà, c'est bon. Merci. Une fois que c'est achevé, au moment où on retire les aiguilles, on ne sent rien. Et une fois que on se remet en place pour partir, il n'y a aucun problème, quoi. Pas de douleur. Ça gonfle un peu pendant le traitement, là. Ça va rester gonfler quelques heures, et puis après, ça y est, il n'y a plus de problème. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, j'en suis à la 5e séance. Il me reste environ 8 séances peut-être encore. Et vous sentez des progrès? Pas pour le moment. Je pense qu'il faut attendre quand on traite le genou, il faut attendre. Y a-t-il eu des échecs? Ben, je suis obligé de dire que non. Sur le dos, non. Moi, j'entends par échec, alors soyons bien d'accord sur le terme, que c'est resté pareil qu'au début quand la personne est venue. Il peut y avoir, et ça va nous ouvrir d'ailleurs un petit commentaire sur quelque chose d'important, il peut y avoir des douleurs qui persistent encore après les 10 séances. Alors entendons-nous bien, ce ne sont pas des échecs de la méthode. C'est-à-dire que si des douleurs sont encore présentes, d'abord elles ne sont pas comparables à celles qui existaient lors de la première consultation et à la première séance de quinton. Simplement, il faut comprendre ces douleurs à travers le mécanisme qui les a générées, qui les a créées. Les douleurs sont dues à une cause mécanique de traumatisme direct des racines nerveuses. Et cette
Action directe peut être soit par hernie discale, venant du disque, ou pire encore, hélas pour la racine, les structures osseuses qui, en se rapprochant, à la sortie, comme je l'ai montré tout à l'heure avec ça, à la sortie peuvent être traumatisées directement par serrement du nerf de la racine nerveuse. Alors on imagine bien sur une structure telle que le nerf, un nerf c'est pas très solide, hein, c'est pas du muscle, hein, c'est quand même un tissu, bon alors c'est pas du papier mouillé bien sûr, hein, mais c'est quand même une structure fragile. Et on imagine bien que venant comprimer suffisamment longtemps cette racine, ça l'abîme, ça l'esquinte, ça le traumatise. Donc, ce qu'il va falloir faire après avoir enlevé la compression, la cause mécanique de la pathologie, il va falloir cicatriser. Il va falloir réparer, maintenant qu'on a fini sur le plan de la compression de la cause mécanique, il va falloir réparer le dégât au niveau des nerfs, au niveau de la racine nerveuse. Des dégâts ou du dégât, ça dépend de l'importance de la compression. Et c'est comme ça que ça s'explique, parce que moi, quand ça m'est arrivé, la première fois, je ne comprenais pas. Je me suis dit quand même, on a fait 10 séances, ça va beaucoup mieux, mais il reste un trajet douloureux. Pourquoi? Et en fait, cette explication, je l'ai retrouvée une fois dans un compte-rendu d'examen, scanner ou IRM, je ne me rappelle plus quel c'était, où justement le praticien qui avait fait l'examen évoquait qu'il y avait une séquelle traumatique d'une racine nerveuse. Et là, ça a fait tilt, j'ai dit voilà, c'est ça. Donc il reste ça à soigner parfois. Alors pas à chaque fois, hein, mais parfois. Moi, je suis très clinicien. Je fais partie je suis vieux déjà, je fais partie d'une génération où on n'avait pas tout ça. Autrefois, le summum du summum, c'était la radio et la tomographie. C'était des coupes déjà, un peu comme le scanner, mais plus grossière. Et en fait, on était obligé dans ces temps-là de savoir ce que la personne avait en la regardant et en l'examinant. Parce que les examens complémentaires, et surtout dans ce domaine-là, n'étaient pas très, disons, utiles. Et on butera toujours sur un problème de toute façon. Et quand on fait justement, comme aujourd'hui, des prises de vue, on sait qu'il y a un angle dans la prise de vue. Et c'est ça le problème. Vous prenez une radio, un scanner, une IRM de ça. Vous avez un angle de prise. Vous voulez faire une comparaison, 1 mois, 2 mois, 6 mois après. Pour que ce soit comparable, les clichés, il faut qu'ils aient été faits, qu'ils soient faits avec le même angle, exactement de la même façon. C'est strictement impossible sur le plan technique. Or, comme ces disques, parce que là vous avez des disques qui sont très épais, en réalité c'est pas comme ça, hein, c'est beaucoup plus mince que ça. Et ces disques qu'on va réhydrater et faire bouger en épaisseur, il ne va pas prendre en centimètre votre disque, hein. C'est en dixième, voire en centième de millimètre que ça bouge. Ça suffit. Vous savez, quand il y a une compression de racine, il suffit que ça bouge un tout petit peu pour que la douleur s'en aille. Il n'y a pas besoin de beaucoup. Mais ça, ce ne sera pas forcément objectivable avec ces méthodes, même très sophistiquées, scanner et IRM, parce qu'on butera sur ce problème technique, l'angle de prise de vue du cliché. Si je pouvais résumer ce que je pense actuellement de ma pratique, ayant passé pourtant 10 ans chez Cloarec à faire de la médecine dite scientifique, c'est nous quand même qui faisions les dossiers d'AMM, c'est-à-dire les dossiers d'autorisation de mise sur le marché des médicaments, c'est-à-dire c'est nous qui fournissions la preuve ultime de l'efficacité d'un médicament. J'ai donc été vraiment plongé dans le milieu scientifique à fond. Ça m'intéresse pas, c'est-à-dire que j'ai vite compris les limites de ce milieu, et pour moi, ce qui est important, c'est le résultat.
le résultat pratique qu'on obtient quand on soigne quelqu'un. Ce qui est important, c'est que quelqu'un qui souffre ne souffre plus. La façon dont on va y arriver, ma foi, évidemment, il ne faut pas utiliser de trucs complètement dangereux, etc. Ça, c'est vrai. Mais je ne suis pas du tout à cheval sur le fait que telle ou telle méthode n'a pas eu sa garantie scientifique par le grand professeur, machin. Aucun intérêt. Ce qui compte, c'est la pratique.